Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de suivre votre émission Objection. Objection a le plaisir de recevoir ce dimanche Momar Thiam. Momar Thiam est conseiller en communication politique, mais Momar Thiam est également diplomate. Il est le directeur de l'école des hautes études en information et communication. Monsieur Thiam, bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci Bayoumar, merci aux auditeurs de Sud FM dans l'ensemble du pays et merci surtout à tout l'ensemble des personnes, femmes et hommes qui éprouvent du plaisir en tout cas à écouter cette émission et écouter les ondes de Sud FM. En tout cas, je suis très très heureux d'être ici aujourd'hui. Merci beaucoup Momar Thiam. Alors, actualité pour actualité, le Sénégal en mode rafle, en mode arrestation, plus d'une cinquantaine de personnes, pour l'essentiel des membres de PASTEF, sont arrêtés. La dernière en date, c'est celle de Dambodj, qui est le secrétaire général du QCEMS. Dites-nous, avec le recul, que vous inspire une telle situation? Écoutez, en tant que citoyen, je ne peux que m'indigner quand même de telles arrestations, puisque d'abord, on est un pays qui était ce miroir, comme on a l'habitude de le dire, de la démocratie en Afrique, et qui ne se passait pas grand-chose en dehors des élections, puisque les élections sont des moments assez mouvementés. Et aujourd'hui, on est en tout cas à 3 ans, ou même 3 ans et demi de l'élection présidentielle, et on a l'impression que le pays est en ébullition, que l'arène politique est en ébullition, partie en tout cas d'un fait divers qui est un fait de société malheureusement, qui s'est transformé par le jeu des acteurs politiques en fait politique, et qui a engendré en tout cas ce mouvement de masse-là, et que l'État étant peut-être dans une forme de responsabilité en tant que puissance publique, qui a estimé à un moment donné qu'il fallait taire tout cela, mais il y a une manière de faire taire les événements, pas forcément d'arrêter, d'embastiller, comme on a vu hier, en tout cas avec les femmes de PASTEF qui manifestaient, et aujourd'hui, à ma grande surprise, avec Dambodj, qui est un syndicaliste, et non moins acteur politique, entre guillemets, et je me pose la question de savoir aujourd'hui, d'ailleurs, pourquoi il a été arrêté. Oui, mais avec le recul, vous êtes un observateur du fait politique au Sénégal et dans le monde. Est-ce qu'une telle situation était prévisible, surtout dans un tel contexte? Mais écoutez, là, en premier lieu, c'est le citoyen sénégalais qui parlait. Là, c'est l'observateur politique, en tout cas du jeu politique dans mon pays et dans le monde qui essaie d'analyser. Parce que dans mon rôle, on n'est pas dans le commentaire, on est plutôt dans l'analyse. Il faut dire aussi... Sur la base de faits. Et sur la base de faits, parce que là, c'est factuel. Bon, il est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une espèce de fébrilité qui a atteint un tout petit peu le pouvoir face justement à cette affaire politico-judiciaire qui prend des rallants de combat politique. Et que forcément, ceux qui nous observent de l'extérieur doivent se dire, mais écoutez, mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Parce que Ousmane Sonko, avant d'être un acteur politique, c'est un être humain, et en tant qu'être humain, nous tous, on peut être exposé comme lui. C'est aussi un acteur politique de premier plan parce qu'arrivé 3e à la présidentielle. Et que donc c'est une personnalité de premier rang qui est au cœur d'un dispositif politico-judiciaire qui s'est transformé aujourd'hui en combat politique. Mais il faut dire que ce combat politique, c'est peut-être lui aussi qu'il a voulu, puisque dès sa première déclaration, il a indexé en tout cas Macky Sall, le président Macky Sall, pour dire que c'est l'instigateur d'un complot. Donc le mot complot était annoncé. Et évidemment, avec le relais des médias, le mot complot étant en faisant un tout petit peu le chou gras des médias, on a même oublié qu'on était dans une affaire privée, une affaire de faits divers. Et maintenant, on est dans le complot politique. Et effectivement, ça déchaîne les passions. Ça déchaîne les passions des militants, ça déchaîne les passions des adhérents, ça déchaîne les passions de ceux qui estiment qu'Ousmane Sonko est le porte-voix d'une jeunesse aujourd'hui qui en a un peu marre de cette manière de gouverner, des questions de transparence, la question du pétrole, les 94 milliards, tout mélangé, et c'est une marmite en ébullition. Et quand cette marmite-là commence à plus ou moins à bouillir, il est du rôle de l'État de prévenir. Mais prévenir ne veut pas dire embastiller ou arrêter ou frapper. Ou à la limite
je veux dire, procéder à des arrestations arbitraires. Prévenir, c'est aussi prendre les devants pour garantir l'intégrité physique des citoyens, mais aussi l'intégrité et sauvegarder les biens des uns et des autres. Maintenant, que la police fasse bien son travail, il n'est pas de mon rôle de le juger, parce que j'évite les jugements de valeur, mais je constate seulement que le monde nous regarde et que quelque part le Sénégal est plus ou moins indexé à l'image d'autres pays qui avaient justement ce type de manifestation pendant l'élection présidentielle. Je vous parlais de la Guinée de Condé récemment, et que ça ne nous honore pas. Oui, alors, si aujourd'hui on interroge les faits, venons-en à l'Assemblée nationale qui a hérité de ce dossier, qui a déclenché une procédure parlementaire jusqu'à la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. Quelle appréciation, tant sur la forme en termes de procédure de démarche que sur le fond? Mais écoutez, avant d'arriver sur la forme et sur le fond, permettrez-moi quand même de faire une précision. L'Assemblée nationale, qui est le lieu de la, si vous voulez, de vote des lois, où vous avez un personnel politique qui est élu pour défendre les citoyens. Malheureusement, et c'est un constat, je ne suis pas le seul à le faire, c'est transformé en arène politique où c'est le dictat, si vous voulez, un tout petit peu de l'exécutif qui amène la majorité, en tout cas parlementaire, à voter selon, en tout cas, les vœux, soit de l'exécutif, on peut le prouver à tort ou à raison, soit de la coalition Benno Bokk Yakaar. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Sur ce plan-là, il n'y a pas de changement. Mais il n'y a pas de changement, parce qu'on a vu le cas avec Karim Wade, ça a été le cas avec Khalifa Sall, et malheureusement, on fait le parallèle aujourd'hui avec Ousmane Sonko pour la bonne et simple raison. Ce sont toutes des personnes qui ont une constante, en tout cas qui les réunit, c'est que ce sont des opposants et qui aspiraient justement au pouvoir exécutif et potentiels candidats. Et que donc le lien, il est tout de suite fait, sans qu'on s'en réfère, en tout cas, à ce qui a amené tout ça, qui est un fait divers, un fait en tout cas entre un homme et une femme, un homme qui est accusé de viol, et que ce fait divers s'est transformé en fait politique, arrivé à l'Assemblée nationale parce qu'il s'agit, le personnage clé, il est un député, donc il fallait lever son immunité parlementaire, et qu'on a l'impression que c'est un vote automatique, en tout cas autant, en tout cas pour lever son immunité, autant pour la constitution même de la commission. On a vu des défections à la personne de Guirassy, mais aussi à la personne de Cheikh Bamba Dièye, et on a l'impression que même si le quorum n'est pas atteint, même si le règlement intérieur de l'Assemblée nationale peut autoriser cela, il y a une espèce de défection qui fait que les esprits sont plus ou moins secoués par rapport à cela. Et que donc, on a l'impression que tout s'est fait dans la précipitation et que cela poursuit un seul objectif, c'est amener à l'abattoir quelqu'un. À l'abattoir, j'aime bien entre guillemets, parce que c'est pas mon rôle de juger cela, ça c'est au juge de le dire. Et forcément, ce qui a fait que, à mon sens, Ousmane Sonko étant le premier concerné, dit que les procédures n'ont pas été respectées. Et à partir du moment où les procédures n'ont pas été respectées, qu'il bénéficie toujours de son immunité parlementaire et qu'il ne répondrait pas de déférer à la convocation de l'Assemblée nationale, de la commission. À tort ou à raison pour vous? À tort ou à raison, parce qu'il est dans un combat politique. Parce que là, il faut aussi voir, la première hypothèse, c'est qu'il est dans un combat politique, et dans un combat politique, on utilise les armes dont on a besoin, mais aussi les armes qui sont à votre disposition. Raison pour laquelle, à mon sens d'ailleurs, cette affaire, d'entrée, dès sa première déclaration, il a désigné son adversaire pour dire que c'est un complot politique, et cela a permis de glisser du fait divers à la question politicienne. Et ensuite, c'est une opportunité, en tout cas pour lui, de faire durer le suspense, et on sait qu'en la matière, plus on fait durer le suspense, plus justement les esprits sont plus ou moins partagés. Ceux qui étaient pour ou contre peuvent avoir aussi des doutes, et qu'on est dans une espèce, si vous voulez, de dynamique de communication qui fait son affaire, parce qu'il essaie d'engager le maximum de valeur ajoutée médiatique pour faire bouillir la chose. Et qu'en pense l'expert sur le plan médiatique, sur le plan de la com, quelle appréciation? Mais justement, il joue la com à fond. Mais à mon avis, c'est même une com qui est plus ou moins organisée. Parce que si vous regardez bien, sa première déclaration, c'était indexer son adversaire et dire c'est un complot politique. Et dans sa seconde version, en tout cas le dernier face-à-face qu'il a eu avec la presse, c'est d'abord de dire que lui, Ousmane Sonko, il ne parle pas de l'homme politique, ni du député. Il va faire prévaloir son droit à résistance. Mais c'est aussi pour enrayer ou
pousser aux oubliettes ce propos qu'on lui prêtait d'appel à l'insurrection pour dire qu'il prend sa responsabilité et que ça ne concerne que lui. Et que donc, forcément, il joue sur cela et ça va faire les choux gras de la presse et il va occuper l'opinion et occuper les esprits. Et plus tu occupes l'opinion, plus tu occupes les esprits et plus tu es dans une tendance où l'affaire va durer et perdurer. Et c'est peut-être à son avantage. Mais alors, Momar Thiam, invité d'objection, Momar Thiam est conseiller en communication politique, il est également diplomate, directeur de l'école des hautes études en information et en communication. Momar Thiam, oui, justement, est toujours dans cette même logique. Ousmane Sonko, parlons de l'homme. Il a été radié, Ousmane Sonko. Il a été traqué, Ousmane Sonko. Il est au devant de la scène. Vous vous êtes posé la question, va-t-il être poussé justement dans les cordes à l'abattoir? Selon vous, est-ce que Ousmane Sonko est prédisposé à se laisser abattre aujourd'hui, au vu de l'atmosphère, de l'ambiance et tout ce qui se joue présentement? Mais en tout cas, si on se fie à ses propos, c'est un va-t-en-guerre. Un va-t-en-guerre, c'est quelque part répondre un tout petit peu au leitmotiv de Malcolm X qui disait « by any means necessary ». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est quelque part acculé. Et quand on est acculé, ben, on cherche à trouver des voies de sortie. Mais à défaut de trouver des voies de sortie, de combattre jusqu'au dernier souffle. Et quand je l'écoute, quand il dit qu'il n'est pas prêt à répondre, et que si on vient le chercher, s'il y a effusion de sang, il faut que le président de la République, Macky Sall, sache que ses mains sont souillées. C'est une manière aussi de porter l'estocade et de déplacer, si vous voulez, de déplacer les coups de poing du côté de son adversaire pour dire que c'est lui qui reçoit et c'est l'autre qui frappe. Mais finalement, et donc il se victimise. Oui. Et quand on se victimise, on joue un tout petit peu sur l'émotion des Sénégalais. Et ça, on le sait, on l'a vu avec l'affaire des chantiers de Thiès avec Idrissa Seck. Et on l'a vu aussi avec l'affaire Khalifa Sall quand sa maman a parlé. Et donc forcément, quelque part, il joue aussi sur cela, mais c'est aussi un animal blessé. On sent que c'est un animal blessé. Et quand un animal blessé, il sort ses griffes. Si toutefois il en a. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a comme arme? Il a les médias. Il a aussi ses partisans, malheureusement, qui sont plus ou moins diminués aujourd'hui par la puissance publique, je dis bien. Et ensuite, il a l'opinion nationale et internationale, raison pour laquelle il a parlé de son état de santé pour dire qu'il n'a pas de maladie, qu'il a quoi que ce soit. Et quelquefois, c'est devenu un leitmotiv aussi pour alerter. Et que donc, il met la responsabilité du côté du pouvoir à la personne du président Macky Sall. Et que forcément, les forces publiques, en tout cas les forces de police, vont faire très attention si toutefois il y a l'hypothèse d'aller le chercher. Parce que il peut aussi les pousser à la faute. Imaginons, et j'espère que ça n'arrivera jamais, qu'on aille le chercher et qu'il y a effusion de sang. Mais le Sénégal, les Sénégalais n'ont jamais voulu de cela. C'est-à-dire si hier on pensait qu'il devait se présenter devant le juge ou à la gendarmerie pour répondre des accusations dont il fait l'objet, mais on oubliera cela, on sera dans une espèce de ce qu'on appelle l'effet d'agenda en politique. Cela n'est plus d'actualité, ce qui est d'actualité, c'est qu'il y a mort d'homme, s'il y a effusion de sang, pour aller chercher quelqu'un, on sait où il habite et on sait peut-être comment faire pour aller le chercher. L'effet nouveau qui risque de devenir l'essentiel. Exactement. Et donc il faut pas aussi que le scénario qu'il a mis en place de par les termes qu'il a utilisés dans sa communication ne soit exercé en tout cas par les forces de police, les forces, la puissance publique, pour que forcément il les amène à la faute. Et quand il y a une faute qui émane en tout cas de la puissance publique, ça devient une faute impardonnable. Et comment finalement en est-on arrivé là? Ce dossier prend de l'ampleur puisque oui, le Sénégal est au devant de l'actualité, au devant de la scène nationale comme internationale. Oui, Momar Thiam, cela nous renvoie à la responsabilité des uns et des autres. Quelle responsabilité pour le chef de l'État en tant que chef de l'État, président de la République, puisqu'il est cité dans cette affaire, mais également quelle responsabilité imputée à Ousmane Sonko dans ce dossier? Mais cette question m'intéresse à plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord, quand vous dites la responsabilité des uns et des autres, ça veut dire que vous et moi, et ceux qui sont, en tout cas les personnes qui peuplent le Sénégal, sont tous concernés, on est tous responsables. Finalement. Vous savez pourquoi? À mon sens, oui. l'analyse que j'en fais est très simple. Aujourd'hui,
l'information avant était une ressource qui était à la disposition des journalistes, des professionnels de l'information qui procédaient par des vérifications, des recoupes et livraient à l'opinion. Aujourd'hui, l'opinion n'est plus réceptacle, en tout cas de l'information, quelle que soit sa nature, que ce soit une information politique, faits divers, économiques, etc. L'opinion est devenue acteur. Donc l'opinion est passée du stade de réceptacle, c'est-à-dire qui écoute, qui subit, qui prend l'information, mais est devenue acteur parce que l'opinion, dans sa diversité et dans sa pluralité, aujourd'hui peut être acteur de cette information, puisque avec de nouvelles technologies de l'information et de la communication, on est capable de tourner des faits. Ensuite, de créer sa propre télévision sur YouTube, de créer sa propre émission et d'avoir un angle de traitement qui est tout à fait en dehors des angles de traitement classiques que l'on retrouve dans les grandes écoles de journalisme. Chacun se fait son opinion. Oui, c'est des mutations en cours. C'est des mutations en cours. D'ailleurs, le dernier livre de Jacques Attali, qui parle du nuage de fumée à Internet en parlant de l'évolution des médias, retrace très bien ce parcours-là. Et que donc on est passé d'une opinion réceptacle à une opinion qui est acteur. Aujourd'hui, n'importe qui face à un fait, le premier réflexe, même quand il y a mort d'homme, au lieu d'aller voir s'il y a possibilité de sauver l'homme ou la femme, c'est de prendre son téléphone et de filmer. Mais la preuve, regardez la pluralité d'images qu'il y a à chaque fois qu'il y a une manifestation, et chacun y va de son commentaire. Et cela va jusqu'à impacter malheureusement le traitement de l'actualité au niveau des rédactions. C'est-à-dire qu'on s'en prend aux faits, mais aux faits dans l'instant. Et on ne prend pas le recul nécessaire pour analyser, diagnostiquer et dire, compte tenu de nos propres codes socioculturels, de nos propres valeurs, de notre éthique, comment faire passer cette information pour que ce soit bien digéré en toute responsabilité. Et que donc nous sommes tous responsables. Nous sommes tous responsables. Ensuite, les hommes politiques, aujourd'hui, n'ont plus malheureusement cette flamme idéologique qui fait qu'ils sont épris de déontologie et d'éthique pour parler de certaines choses. Dans cette affaire, qui n'en est qu'une parmi de nombreuses affaires politico-judiciaires, puisqu'on parle de viol avec menace d'armes. Mais tous les jours que Dieu fait, on voit cela dans la presse, quelquefois pas avec des menaces d'armes, mais de viol de jeunes filles, de viol d'autres. Mais là, il s'agit d'un personnage qui est un personnage de premier plan de la scène politique et médiatique. Et quand on en parle dans la presse, évidemment, ce qu'on met en avant, c'est Ousmane Sonko, leader du PASTEF, arrivé 3e à la présidentielle. Et que donc ça interpelle une partie de l'opinion engagée en politique, mais aussi imbue de la chose politique. Et ensuite, on parle d'une jeune femme qui peut être n'importe quelle femme, jeune femme dans ce Sénégal-là, a dit ça, et qui interpelle la jeune féminine. Et que donc, à partir du moment où le principal protagoniste, en tout cas, qui fait l'objet de l'accusation, déplace tout de suite la question sur le terrain politique, ça prend une ampleur considérable. Et la presse, dans son traitement, ne prend pas le soin non seulement d'informer, aussi d'informer avec pédagogie. Parce qu'informer avec pédagogie veut dire expliquer les choses. C'est quoi un viol? C'est quoi attenter à la personne d'autrui? Et quelles sont les conséquences du viol chez une femme? Comment on interprète un viol? Et quel peut être le comportement de la personne qui estime être violée? Est-ce que dans le cas de Adissa, toutes ces questions-là ont été posées dans la presse? Malheureusement, non. Et que donc, on s'est arc-bouté autour du mot complot, autour du mot Ousmane Sonko, autour du mot président de la République. Quand Ousmane Sonko désigne son principal adversaire pour dire que c'est l'instigateur, à tort ou à raison, on est presque amené à croire que, avec la présomption d'innocence, que c'est un combat politique qu'il mène, mais qu'il désigne son adversaire, mais ça se trouve, ce n'est pas lui. Certains vous diront, parce que moi j'ai été dans l'antre du pouvoir, je sais quelquefois que des personnes sont capables d'aller commettre des faits pour faire plaisir au prince. Oui, c'est le cas. C'est une des hypothèses. C'est une des hypothèses. Plausible ou pas? En tout cas, c'est une des hypothèses. Et comme on dit en matière de recherche, une hypothèse, ça ne se prouve pas, ça se démontre. Et comment on va le démontrer? C'est certainement avec la justice. Quand la justice et l'ensemble des éléments de l'enquête seront mis sur la table, et là, on saura qui était l'instigateur de tout ça. Est-ce qu'il a voulu
voulu faire plaisir au prince, ou est-ce qu'il a voulu se faire plaisir, ou faire plaisir à un groupe, fût-il le groupe Benno Bokk Yakaar. Et que donc, la présomption d'innocence aussi, il faut aussi l'attribuer au président de la République. C'est aussi la thèse du complot. Mais c'est aussi une hypothèse. Oui. Et comme je dis, une hypothèse, cela se vérifie, cela ne se démontre pas. La vérification se fera en face des faits, et donc en face des enquêtes que mèneront et la gendarmerie et le juge d'instruction qui sera chargé d'instruire. Sans rentrer dans le fond du dossier, justement, il est apparu que des informations nous sont parvenues, notamment le message dont a fait allusion Ousmane Sonko. Oui, ça aussi, est-ce que c'est un élément révélateur ou qu'en pensez-vous? Mais en tout cas, c'est un élément, à mon sens, qui, si c'est vérifié, aura son pesant d'or, en tout cas dans l'instruction de ce dossier. Parce que si on se trompe en envoyant un message pour dire DSK, il ne faut pas le mettre en prison, en désignant peut-être Ousmane Sonko, parce qu'il ne s'agit pas de désigner nommément la personne, puisqu'on connaît le cas DSK, Dominique Strauss-Kahn, qu'il ne faudra pas le mettre en prison, il faudrait peut-être prendre du temps pour, à la limite, le salir, etc. Là, je caricature un tout petit peu. Si cela s'avère vérifié et vérifiable, ce sera un élément de poids qui va contribuer à accréditer en tout cas la thèse du complot. Parce que ça touche plusieurs éléments, notamment l'ordre des avocats qui doit également s'autosaisir. Mais c'est quand même extraordinaire, parce que d'abord il faut se poser la question de savoir comment cet élément est arrivé en tout cas chez un avocat, parce que quelqu'un lui a envoyé. Oui. Et ensuite comment ça a été en tout cas révélé par la presse. Maintenant, c'est l'enquête qui le démontrera. En tout cas, ce que je sais, c'est que si cet élément s'avère vérifiable, ce sera un élément à charge pour ceux qui sont instigateurs de ce complot, et cela donnera en plus, en tout cas, de la valeur ajoutée, non seulement politique, mais médiatique, et je dirais même électorale, à Ousmane Sonko. Mais ça nous renvoie à l'organisation du système politico-administratif. Vous qui étiez dedans, pour comprendre un peu comment cette hypothèse-là dont vous avez fait allusion peut être justement emmenée sur la table, comment expliquez-vous justement ce cas d'espèce, ce message qui peut apparaître et qui peut rendre les choses assez floues, complexes? Est-ce que finalement c'est inhérent à notre type d'organisation politico, à notre type d'organisation administrative et même sociale finalement? Mais vous savez, ce qui se passe, on a l'impression qu'on tourne dans une espèce d'imbroglio politico-judiciaire. Pourquoi imbroglio? Pour la bonne et simple raison, tout à l'heure j'écoutais un monsieur qui intervenait dans les ondes d'une radio voisine et qui disait que de toute manière, vous avez même des personnes dans la majorité présidentielle qui pensent réellement qu'il s'agit d'un complot et que ce complot a été en tout cas formalisé en haut lieu. Mais c'est ce monsieur qui déclare cela. Maintenant, je ne sais pas s'il a des informations pour cela, mais tout cela pour dire que, vous savez, dans le système politico-judiciaire, à partir du moment où vous avez un pouvoir du président de la République, qui est un pouvoir presque, disons, discrétionnant en tout lieu et en tout temps, de nomination des juges, de nomination des membres de la magistrature, de nomination des membres des cours et tribunaux, etc., forcément, il peut y avoir des accointances entre l'exécutif et tous ces pôles de décision, mais aussi de démembrement de l'État. Et que donc, c'est d'ailleurs sous cet aspect-là qu'il faut peut-être comprendre l'autre combat soulevé par Ousmane Sonko, qui désigne nommément des juges, et ça ne s'est jamais vu, en tout cas dans l'endroit politique sénégalais, que dans une affaire de ce type, qu'on désigne nommément des juges en charge de ce dossier-là pour dire que ce sont des personnes non seulement proches du pouvoir, mais ce sont des exécutants du pouvoir. D'ailleurs, j'ai appris, je l'ai écouté hier, que qu'il y a des magistrats qui veulent porter plainte, en tout cas contre Ousmane Sonko, pour justement ces déclarations-là. Et que donc, lui, étant de la haute administration, puisqu'il était dans les impôts et domaines, et étant, et ça j'en suis presque persuadé, ayant bien infiltré les pouvoirs de décision, en tout cas les pouvoirs, les
les stations de décision de l'État dans son ensemble. Je veux parler des cours et tribunaux, je veux parler de la Cour des comptes, je veux parler de la magistrature, je veux parler des impôts et domaines. Et là où il reçoit des informations, certainement, il a aussi des personnes ou des personnalités qui sont proches de lui et qui ne se révèlent pas et qui sont capables aussi de lui donner des informations. Sinon, je ne pense pas qu'il prendrait le risque, sachant exactement ce que cela peut lui coûter derrière en termes de réclamation, en termes de plainte de la part de ces personnages-là, de révéler et de citer nommément des personnes. Et finalement, est-ce que le chef de l'État n'est-il pas rattrapé justement par son choix qui consistait à supprimer le poste de Premier ministre? Là, il devient exposé par rapport à cette situation. Est-ce que oui? Mais je l'ai dit ici, je l'ai dit ici, même sur votre plateau et ailleurs, la suppression du poste de Premier ministre, à mon sens, a été pour moi une erreur de la part du président Macky Sall, puisque cela l'expose davantage. Déjà, ayant un Premier ministre, il était exposé, mais là, il est plus que surexposé. Mais il est plus que surexposé pour la bonne et simple raison. Tout le travail gouvernemental, la coordination du travail gouvernemental, mise en part le ministre chargé, en tout cas, de coordonner les directeurs de cabinet qui sont dans les ministères, mais le fil conducteur, c'est le président de la République même qui le décide. Et donc, à chaque fois qu'il y a un problème qui se pose, il est indexé directement, mais Ousmane Sonko est dans une espèce de constante en matière de dénonciation, puisque depuis le début, en tout cas, de son parcours politique, son adversaire politique, c'est le président de la République. Mais est-ce que n'est-il pas là le prolongement d'un combat entre deux hommes finalement, puisque ça ne date pas de maintenant? Il faut comprendre une chose, c'est que Macky Sall est président de la République et que Ousmane Sonko étant dans l'opposition, arrivé 3e à la présidentielle, et compte tenu des derniers soubresauts politiques qui ont fait rejoindre Rewmi dans le camp présidentiel, il se retrouve comme étant, entre guillemets, le chef de l'opposition, mais aussi d'une opposition qui est radicale, c'est-à-dire une opposition non complaisante. Et j'ai l'habitude de dire que les oppositions dans nos pays, en tout cas africains, manquent d'une chose, c'est le constructivisme. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de s'opposer et de proposer. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à dénoncer, mais ils ne proposent rien, en tout cas sur la table, en termes de menus et de desserts politiques. Il a publié un ouvrage qui s'appelle Solution. Effectivement, il a trouvé un ouvrage, mais la question qui se pose, c'est que à partir du moment où vous passez votre temps à dénoncer, et que même si vous avez écrit un livre, et que ce livre a été plus ou moins lancé à la veille d'une présidentielle, on semble l'oublier après la présidentielle. Et que les erreurs de communication que commettent souvent nos hommes politiques, surtout dans l'opposition, c'est qu'ils ne sont pas capables d'avoir un discours qui est fort, sur lequel, qui devient un socle politique pour s'opposer, et à partir de ce discours, pouvoir éparpiller des débuts de propositions et pouvoir le faire. Ousmane Sonko l'a peut-être fait dans une moindre mesure avec les vacances citoyennes en termes d'agriculture, et ça a été, il faut le dire, ça a été une réussite. Mais sur les autres aspects de la vie publique, c'est impossible de trouver justement des schémas de ce type. Des activités de don de sang. Exactement, pour qu'on puisse dire la capacité de cette personne à entraîner quand même une bonne partie de la population dans ce qu'il propose, a été plus ou moins testé aujourd'hui. On est dans une phase expérimentale, et pourquoi pas demain lui faire confiance et lui donner les rênes de ce pays. Et je pense que c'est ça qui manque un tout petit peu. S'est-il éloigné de cette mission avec ce qui est arrivé? Mais justement, parce que quand on vous sort une affaire politico-judiciaire, mais forcément on vous met dans un autre schéma d'opposition politique qui fait que tout ce que vous avez construit jusque-là risque de tomber à l'eau avec l'effet d'agenda dont je vous parlais tout à l'heure. Et que donc il a une chance extraordinaire, et ça les observateurs oublient de le souligner, c'est que jusqu'en 2019 à la présidentielle, on ne voyait que quasiment pour Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, on voit ces relais.
on voit ces relais. Oui. Vous avez Maniaï, vous avez le jeune Keïta, vous avez souvent sur les plateaux de télévision. Il y a Diomaye Faye, etc. qui sortent du bois de plus en plus et qui ont cette capacité aussi de défendre les acquis du groupe dont ils sont membres. Alors que j'avais dit à la veille de la présidentielle que ce qui manquait en termes de communication à Ousmane Sonko, c'est d'avoir ces relais-là. Et ces relais aussi visibles, parce qu'il était seul au combat. Il était seul, c'est lui seul qui portait tout ce mouvement-là. Et on voit aujourd'hui qu'il y a des Ousmane Sonko bis, mais il y en a au niveau des cadres de PASTEF. J'ai vu ce jeune Keïta fort brillant dans ses analyses. J'ai vu Diomaye Faye, j'en ai vu d'autres d'ailleurs qui se font partie. L'administrateur, lui, a été arrêté. Qui a été arrêté. Et on se rend compte justement que PASTEF quand même dispose quand même d'un capital de personnes ressources assez importantes qui demain peuvent... Voilà. Oui, mais justement, vous avez parlé du nom du chef de l'État, le président Macky Sall lui-même a réagi et a dit clairement qu'il avait d'autres choses à faire que justement de s'intéresser à des sujets pareils. Sa posture par rapport à la question, quelle réponse? Mais écoutez, à force d'acculer le président de la République pour dire qu'il est le principal responsable, à un moment ou à un autre, il a fallu que le président réponde. Vous avez dans d'autres démocraties, c'est son porte-parole qui répond à sa place, parce que quand on n'est pas justement imbu de ce genre de pratique, vous avez deux postures. Soit vous faites la sourde oreille, et donc vous êtes dans une espèce de mépris, donc de silence communicationnel, soit vous sortez du bois dès la première accusation pour dire écoutez, il faut que les choses soient claires, je suis en rien responsable de ce qui se passe. Et sachez que la justice ne fera que son travail. Mais apparemment, il y a un message qui a été lancé consistant à dire à ses proches de ne pas s'immiscer dans ce dossier. Mais non, il peut y avoir deux hypothèses. Soit il n'est en rien responsable, raison pour laquelle il dit à ses proches ne vous exprimez pas sur la question, soit il sait que peut-être quelqu'un ou un groupe de personnes a fait cela pour lui faire plaisir, et il dit à ces personnes-là, en tout cas à ses souteneurs, ne vous exprimez pas sur la question parce que c'est une question individuelle, c'est une question de mœurs, et on a autre chose à faire. Et effectivement, il a fallu un moment qu'il sorte du bois pour dire, même s'il a fait à l'extérieur, comme il a l'habitude de le faire, en tout cas sur RFI, ils sont tous pareils. Voilà, que je n'ai rien à voir avec cette histoire-là, mais malheureusement, à force de l'acculer, on voit aujourd'hui la seconde phase de la communication des personnes du pouvoir, puisqu'ils ont investi les chaînes de télévision. J'ai vu Thérèse Faye sur Saint TV. Depuis un certain temps. Abdou Latif Coulibaly. Le combat devient communicationnel. Le combat devient communicationnel. Parce que si vous n'occupez pas les médias, si vous ne procédez pas à des explications pour dire à l'opinion, mais tout cela qui se dit, on n'en a rien responsable, à un moment donné, les gens se disent, mais qui ne dit point consent. Alors eux, ils sont sur la défensive apparemment, mais à quelle fin? Puisque ça ne les intéresse pas. Au départ, il ne faudrait pas s'y immiscer. Après, on sort comme du bois. Alors, justement, c'est parce que le chef a parlé. Une fois que le chef a parlé, mais ça devient un élément de langage. Et cet élément de langage émanant du chef, ils se mettent tous autour de cet élément de langage-là pour apporter des arguments. Devient une consigne finalement. Devient une consigne. Oui. Alors Momar Thiam, invité d'objection, Momar Thiam, pour rappeler à nos auditeurs qu'il est directeur de l'école des hautes études en information et communication, diplomate. Momar Thiam est conseiller en communication politique. Momar Thiam, on a parlé de responsabilité. Maintenant que la machine judiciaire risque de prendre le relais après l'Assemblée nationale, aujourd'hui, que nous réserve l'avenir par rapport à ce dossier? Mais écoutez, l'avenir, en tout cas, est entre les mains du juge d'instruction. Et qui a déjà écouté Adji Sarr. Et je constate que Maître El Hadji Diouf, qui est le conseiller Adji Sarr, disait à la sortie justement de cette audition qu'il n'a pas le droit, d'ailleurs c'est interdit par l'ordre des avocats, de parler du contenu de cette audition. Mais, et je me rends compte à ma grande surprise que depuis hier,
la presse à compte-gouttes sort des éléments, mais en tournant autour du pot pour dire oui, il y a eu des développements, des déclarations croustillantes de la part de Adji Sarr, et aujourd'hui, j'écoute à la revue de presse, un canard a expliqué que voilà, qu'il y a eu comment on appelle ça, des actes contre nature, mais cela veut dire que on joue aussi sur l'imaginaire des gens, et donc les gens ne sont pas assez dupes pour dire on ne sait pas ce qui s'est passé. Si on parle d'actes contre nature, on sait tout ce que c'est. Si on parle d'éléments croustillants, elle en a dit un peu plus, mais qu'est-ce qu'elle peut dire un peu plus de tout ce qu'elle a dit jusque-là? Et que donc forcément, on n'est pas dans les méandres de l'instruction, en tout cas, et de l'audition d'Adji Sarr, mais on commence à entrevoir, en tout cas par le trou de la fenêtre, ce qui a été dit plus ou moins. Et que tout cela, je veux dire, n'est pas le temps de la justice, parce que le temps du politique, le temps de l'opinion n'est pas le temps de la justice, parce que la justice procède par instruction. Et que donc, qu'est-ce qui va arriver? Écoutez, si toutefois la justice, en tout cas, le juge d'instruction, arrive à écouter Ousmane Sonko, mais le juge d'instruction en âme et conscience, puisqu'on est tous à faire confiance à notre justice, quelles que soient les dérives, etc. Mais lui, il a déjà récusé le juge d'instruction. Il a déjà récusé. Oui. Mais je dis bien si toutefois, il ne faut pas désespérer, il arrive à l'écouter. Le juge se fera quand même une idée assez claire. Le cas échéant. Et le cas échéant, écoutez, c'est la puissance publique qui joue son rôle. Parce que quand on refuse de déférer à la convocation du juge, le pouvoir peut prendre des mesures pour aller vous chercher par la force. Et comme je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, il ne faut surtout pas qu'on aille chercher à la force qui tombe dans une faute lourde. Oui, dans un piège. Mais là aussi, en circulant dans les rues de Dakar, justement, en étant proche justement du domicile d'Ousmane Sonko, on se rend compte que vraiment la situation est gravissime au regard des forces de l'ordre dispersées ça et là. Mais justement, comme qui dirait qu'on est dans un état de siège, comment expliquez-vous cette atmosphère? Mais écoutez, moi je trouve la situation un tout petit peu ubuesque. Parce qu'il est vrai que quand vous promenez dans le quartier Cité Keur Gorgui, vous avez l'impression que c'est un quartier qui est en état de siège. Oui. Parce que tout simplement, il y a eu des émeutes, les jeunes ont brûlé des voitures, ont détruit des maisons, etc., etc. Et il est du rôle de la puissance publique quand même de prévenir et donc essayer de trouver les voies et moyens pour parer à cela. Raison pour laquelle peut-être il y a eu des barrières, la police elle est aussi présente, etc., etc. Mais tout cela jette un froid quand même sur l'opinion qui se dit que si on est capable aujourd'hui, autour d'une personnalité politique de premier plan, d'avoir ce type de comportement-là, qu'est-ce qui arriverait demain si c'est la rue qui embrasse le pays, et qu'est-ce qu'on va devenir? Et je pense que toute proportion gardée, il faut que tout le monde revienne à la raison et que la puissance publique fasse preuve aussi de pédagogie, mais aussi de beaucoup d'imagination pour essayer de tempérer les ardeurs et que tout cela se passe bien, parce qu'on est un pays quand même qui est assez paisible. Oui, un pays assez paisible, dites-vous. Mais aujourd'hui, quelles conséquences sur le plan politique? Vous l'avez dit, Ousmane Sonko étant président de parti, il est leader d'un parti politique, il appartient à une opposition. Aujourd'hui, de plus en plus, l'opposition se dégarnit, quoi qu'on puisse dire. Le cas Khalifa Sall, le cas Karim Wade, si tant est le cas Ousmane Sonko, justement arrêté, oui, qu'adviendra-t-il de l'opposition? Mais écoutez, mais en tout cas, si on procède par dénombrement et on se dit l'opposition est plus ou moins décapitée, on se rend compte qu'on est dans une logique qui émane en tout cas du président de la République, chef de parti, qui disait à un moment donné, il faut, je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression. Mais réduire une opposition à sa plus simple expression veut dire aujourd'hui, si Karim Wade est out, Khalifa Sall out, Idrissa Seck qui rejoint la majorité présidentielle, et qu'il reste que Sonko avec peut-être les Abdoul Mbaye, etc., les Decroix, etc., et que Sonko, qui est la personne la plus en vue dans cette opposition-là et qui est dans une espèce d'opposition radicale,
si on le réduit à sa plus simple expression, on ne peut plus dire, en tout cas à mon sens, que le Sénégal est toujours et demeure ce miroir de la démocratie en Afrique. Parce que la démocratie suppose quand même un pouvoir exécutif, c'est-à-dire qui exécute des directives, qui exécute un programme qu'il a proposé à tout un pays, mais une opposition qui est là avec une société civile forte pour constater ce qui ne va pas uniquement être dans une forme de dénonciation constante, mais dire aussi ce qui peut être fait. Et que si demain on a une opposition qui est complètement décapitée, mais évidemment le pouvoir se retrouvera seul pour les destinées de ce pays, et on a l'impression que malheureusement qu'on n'est pas en face d'un président de la République qui est élu, mais on est en face d'un monarque qui à tout va. Le risque est réel. Le risque est réel. Je ne pense pas, parce que je fais confiance quand même à la capacité, à l'intelligence des Sénégalais, mais aussi à l'intelligence d'une certaine classe politique. Oui, et avec de plus en plus l'apparition d'avènements des activistes. Oui, non, mais même d'une certaine classe, nouvelle classe politique qui est en gestation et qui s'est révélée avec la présidentielle. Je veux parler de Boubacar Camara, je veux parler de Thierno Alassane Sall, je parle de Pierre Goudiaby Atepa, bien d'autres, et même d'autres partis politiques, d'autres jeunes leaders politiques, Abdoulaye Niane, etc., qui sont là en ce moment, qui sont des leaders politiques en gestation et qui, demain, en toute responsabilité, étant des personnes de leur époque et ayant vu ce qui se passe dans le monde. On n'accélère pas l'histoire. Accélérer l'histoire, ça c'est notre pierre de manche. Et je ne pense pas que le pays de Senghor, le pays de Abdou Diouf, le pays de Abdoulaye Wade, avec toutes les avancées démocratiques qui a jusqu'à insérer dans la Constitution ce droit à manifester et justement ce droit à la résistance que révèle Ousmane Sonko et que Macky Sall en 2012 ou même 2011, je crois, avait révélé face aux réprimandes du pouvoir, ne soit complètement embastillé. Il faut une opposition forte, il faut un pouvoir fort, mais qui s'inscrit dans la pratique constitutionnelle, c'est-à-dire qui ne dérange pas la règle, mais il faut une opposition forte et responsable pour que le pays marche. Mais sans cela, on tombe dans une espèce de monarchie qui ne dit pas son nom. Et comment appréciez-vous justement l'évolution de la démocratie depuis les 12 dernières années au Sénégal? Mais écoutez, depuis les 12 dernières années, vous savez, moi je suis de ceux qui, quand Senghor était au pouvoir, était à l'école, au lycée, et quand je traversais, j'avais même une peur bleue, notre génération avait une peur bleue, de traverser la rue pour aller devant le palais. Le palais symbolise quand même tout ce qu'il y a de plus fort, de plus, à la limite de plus fort, mais aussi de plus monstrueux. Et qu'avec Abdou Diouf, on était habitué aux grèves, etc. Abdou Diouf, de temps en temps, qui parlait peu, mais dans ses sorties, qui cherchait toujours à imposer la toute-puissance de l'État. Mais avec Abdoulaye Wade, qui a donné un élan particulier, c'est-à-dire une espèce de nouveau souffle démocratique. Déjà, avec la réforme de la Constitution, où il a introduit le chef de l'opposition, où il a introduit le droit de manifester, et que donc, aujourd'hui, tout cela réuni constitue un capital démocratique assez consistant, assez important, et que face à ce qui se passe aujourd'hui, on est en droit de se poser des questions, de savoir est-ce qu'on n'est pas retourné un tout petit peu en arrière, ce qui serait un recul démocratique, mais qui serait préjudiciable à notre pays et à nos concitoyens. Oui, et vous avez parlé de posture. Le chef de l'État, justement, par rapport à un tel contexte, par rapport à une telle situation, Ousmane Sonko parle de complot, avéré ou pas. Lui, quelle posture doit-il incarner, justement, dans ce dossier? Mais écoutez, quand on est un président de la République, c'est-à-dire qu'on est le premier des Sénégalais, on a la responsabilité de tout un pays et qu'on est plus ou moins désigné dans une affaire de ce type. Bon, son rôle d'abord, c'était pas de se disculper, mais d'expliquer pour dire qu'il n'est en rien, en tout cas auteur ou comploteur dans cette affaire-là. Maintenant qu'il a dit cela, et à mon sens, il ne devrait plus rien dire. Il ne devrait plus rien dire puisqu'il dit que c'est l'affaire de la justice. Si c'est l'affaire de la justice, il y a le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire. Il faut que le pouvoir judiciaire fasse son travail et que lui, il garantisse l'indépendance de cette justice-là. Maintenant, face à toutes les questions qui se sont posées avec l'affaire Khalifa Sall, Idrissa Seck, Karim Wade, etc., et que l'opinion dans sa plus grande majorité ne faisant plus confiance à la justice, mais c'est
président de la République de prendre en toute responsabilité à un moment donné, de citer à la fin de la récréation pour dire que notre pays n'a pas besoin de cela. Et que moi, je suis en rien mêlé à cela. Et pour vous prouver ma bonne foi, il faut que je siffle la fin de la récréation, que la justice fasse son travail en toute indépendance, quitte à même créer une commission qui va épauler la justice, une commission indépendante avec des personnes, si vous voulez, de bonne foi, des personnes qui sont en rien liées à des magouilles, à des pratiques politiques politiciennes, des personnes de bonne foi qui font figure de leaders d'opinion, et que ces personnes-là puissent assister la justice dans ce travail-là, au même titre que le font quelquefois les chefs religieux qui intercèdent. J'ai vu que l'Église, quelque part, a voulu quand même intercéder pour essayer de renouer le dialogue un tout petit peu pour éviter que le pays ne sombre, et qu'il est du rôle du président de la République d'être le premier à être instigateur justement de ce climat de confiance et de ce climat qui consiste à taire un peu les divergences. Mais vous avez oui, justement, vous circulez dans les rues de Dakar, la tension est très forte aujourd'hui. Oui, justement, le risque d'embrasement est réel. Vous savez, je dirais le pauvre Sénégalais est écartelé entre la période pandémique, avec son lot de restrictions, le couvre-feu à 21h, comme me disait un monsieur, la recherche de la dépense. Ah, mais c'est intéressant. Qu'est-ce qui peut se jouer dans la tête Qu'est-ce qui peut se jouer dans la tête du Sénégalais? La recherche de la dépense. Est-ce que je me fais vacciner ou non, ce qui est devenu problématique, et cette affaire. Et à mon sens, s'il faut classer en termes de priorité ces choses-là, en tout cas ces différents besoins-là, je pense que la recherche des dépenses devient la chose prioritaire. Comment aujourd'hui je vais m'en sortir pour pouvoir manger, faire manger ma famille? Et ensuite, est-ce qu'il faut que je me vaccine ou pas? Parce que cette pandémie, elle est mondiale, à mon sens, et que ça risque aussi de m'arriver, même si le président de la République s'est vacciné. Peut-être on y reviendra. Et après, cette situation politico-judiciaire qui oppose deux personnes, Adji Sarr et Ousmane Sonko, mais quelle doit être ma posture? Et que donc aujourd'hui on a l'impression que les Sénégalais sont divisés sur la question. Autant certains vous diront il n'a qu'à aller répondre à la justice pour se tirer d'affaire, d'autres vous diront c'est un complot. Il n'a pas à répondre à la justice parce qu'on l'a fait à Karim, on l'a fait à Khalifa Sall. Et que donc si on divise un pays alors qu'il y a des priorités, comme dit l'autre, des priorités prioritaires qui sont là, qui je vais parler de la période pandémique, mais aussi la question du vaccin, mais le Sénégalais, il est complètement déboussolé là-dedans. Et que donc, quelque part, il prend position sans réellement prendre position, parce que quelquefois, son premier besoin prime sur les deux autres besoins. Et que donc, il y a intérêt à un moment donné, pour le président de la République, de tempérer les ardeurs des uns et des autres, de s'adresser à la nation. Pas pour dire je ne suis pas dans un complot, mais pour dire qu'il y a des priorités dans ce pays et qu'on laisse en toute indépendance à la justice de faire son travail. Et que Ousmane Sonko, c'est un être humain comme moi. Ce qui peut lui arriver peut arriver à chacun d'entre nous parce que l'erreur, elle est humaine. Si toutefois il y a erreur, à tort ou à raison. Mais il y a des priorités qui sont là. Il faut qu'on marche vers ces priorités-là et qu'on laisse la justice en toute indépendance faire son travail. Alors, faire son travail, mais justement par rapport à l'affaire Ousmane Sonko, est-ce que cette affaire est en train d'entraîner une recomposition? Ou de ce point de vue, comment voyez-vous le jeu politique? Mais écoutez, à partir du moment où vous avez des personnalités, et non des membres de l'opposition, qui vont aller chez Ousmane Sonko, histoire de lui prêter main forte, histoire de lui dire, nous nous solidarisons par rapport à ce combat-là, mais c'est aussi le jeu politique qui nécessite cela. Parce que ces hommes politiques-là, fussent-ils des hommes politiques de l'opposition, ont besoin quand même d'une arène, ont besoin quand même d'un espace médiatique, et à chaque fois qu'il y a un événement, l'occasion fait le larron. Même si on n'y croit pas, mais on va voir la personne pour lui dire, écoutez, mais Massa, on compatit, de toute manière, on est de ton côté. Parce que demain, s'il y a un changement, une autre alternance, et que ce soit Ousmane Sonko ou quelqu'un d'autre, il faut aussi qu'ils puissent ramasser aussi la plus-value politique et médiatique, et à leur profit, mais aussi au profit de leurs suivants. Le président Abdoulaye Wade, l'ancien président du Sénégal, a pris son vol, et justement, est-il en train de s'échapper de ce qui se passe? Non, mais attention, je crois savoir que le président Wade, depuis un moment, devait voyager bien avant qu'il y ait eu cette affaire-là. Il faut le
préciser. Et que toujours est-il que le fait est là, il n'est pas là. Elle est de taille, et que la presse même avait dit à un moment qu'il avait été empêché parce que voilà, la France évitait avec la période pandémique des déplacements, etc. Et que finalement, parce que lui, il avait déjà publié un communiqué du Parti démocrate. Mais de toute manière, il avait annoncé la couleur dès le départ et qu'il a joué quelque part sa partition puisqu'il avait dit à Sonko, il faut faire attention. Tu es dans l'opposition et que même s'il faut voyager avec votre femme. Alors, mais c'est une manière de dire, même si vous faites masser, faites-vous masser aussi par vos femmes ou par votre femme. Et que donc, il a dit ce qu'il avait à dire. Il est aussi dans son rôle et que aussi c'est une personne qui a besoin peut-être de repos. Ça fait 2 ans qu'il n'a pas voyagé et qu'il n'est pas allé chez lui à Versailles. Il a peut-être besoin de ça. Peut-être pour ses soins, peut-être pour son repos. Mais la position du PDS dans ce dossier? Ben, le PDS il joue son rôle comme tout parti d'opposition, à mon sens, puisque le PDS a annoncé la couleur dès le départ et que le PDS n'a pas parlé de complot, mais a parlé de vice de procédure, en tout cas dans la manière de lever l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko, et qu'on a entendu Cheikh Bara Dolly ou même l'autre Mbacké, le député Mbacké s'exprimer sur la question, et elle est même beaucoup plus loin en disant que mais attendez, demandez à Macky Sall quand est-ce qu'on ne s'est pas vu récemment vers les méridiens, je ne sais pas où, etc. Et ça c'est passé en tout cas au travers de la presse, et les journalistes n'ont pas beaucoup commenté. C'est une manière de dire attention, chacun complote dans ce pays. Oui, chacun complote dans ce pays, mais un tel dossier, un tel sujet sur le terrain politique vous renseigne quoi? Attention, c'est pas aisé de parler d'un tel sujet, c'est dangereux pour la classe politique. Mais en tout cas, moi, ce que je retiens de ça, c'est qu'avec cette affaire-là, on a plus ou moins ouvert la boîte de Pandore. On a ouvert la boîte de Pandore en ce sens qu'aujourd'hui, autant on était capable, si vous voulez, de construire des événements, de le coller à la peau de quelqu'un pour le combattre politiquement, autant on peut partir sur un simple constat d'une situation de massage et peut-être y greffer des choses encore beaucoup plus salaces, si vous permettez l'expression, pour salir la réputation de quelqu'un. Je dis bien, on peut. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. Ça peut être une hypothèse. Et qu'aujourd'hui, la boîte de Pandore étant ouverte, mais il faut s'attendre quelquefois que pour des questions politiciennes, pour des histoires de position politique ou même d'échéance politique, qu'on mêle des personnes ou des personnalités politiques à des sujets quelquefois qui ne sont pas d'à propos et qui ne voilà qui le lien avec la politique, le lien avec la politique ici, est-ce que ça se réfléchit? Est-ce que le lien avec la politique est assez légitime au point de penser en 2024 aujourd'hui? Mais forcément, parce que si vous êtes une personnalité politique de premier plan, vous arrivez à une élection présidentielle comme 3e candidat, mais votre présidentialité quand même a pris de l'ampleur. Et que donc, si on vous mêle à des histoires des histoires salaces de ce type, forcément on essaie d'atteindre votre réputation, donc votre image, et que cela peut jouer sur le conscient ou même sur le subconscient, pas forcément de vos adhérents, de vos souteneurs, mais des personnes qui étaient capables à un moment donné de faire la part des choses entre ce qui relève de la politique politicienne et ce qui relève des aptitudes de la personne candidate en face de moi et qui est capable de porter un projet, donc je vote pour lui même si je ne suis pas de son parti. Et que donc tout cela contribue à construire ou déconstruire une image et une réputation, et que forcément il y a des enjeux politiques. Il y a des enjeux politiques, mais en perspective, il y a le 3e mandat. Est-ce que ceux qui font le lien avec le 3e mandat ont-ils raison ou ont-ils tort de penser que ce qui se joue c'est en rapport avec un 3e mandat? Mais c'est le combat politique quelque part, Oumar, qui fait que à chaque fois qu'on a une occasion de sortir cet argument 3e mandat ou de le lier à un fait politique ou à un fait politico-judiciaire, on le lie parce que le combat des hommes d'opposition, en tout cas de l'opposition dans ce pays, et d'une bonne partie de la société civile, c'est non au 3e mandat et par tous les moyens. Et que donc, si le principal accusé dans cette affaire désigne son adversaire pour dire que c'est le président de la République qui complote et que tout cela s'est fait afin de lui permettre d'avoir un 3e mandat, et que donc les autres membres de l'opposition vont saisir la balle au vol et vont jouer sur cette partition-là. Je ne sais pas, à tort ou à raison, si c'est lié. Ça, on ne peut pas le prédire parce que je ne veux pas m'avancer sur ce que dira la justice demain puisque je n'en sais rien. S'il s'avère
que la question est débattue, en tout cas au niveau de la justice, et que Ousmane Sonko est inculpé, évidemment, ça va porter un grand coup quand même à sa réputation, à son image. Maintenant, cela dit, ça ne veut pas dire qu'il sera fini politiquement. Maintenant, si c'est le contraire, c'est-à-dire que la justice a conclu que cette affaire a été une pure construction et que c'est à l'avantage de Sonko, mais j'aurais peur, en tout cas, j'aurais même mal pour Adji Sarr et peut-être, je dis bien peut-être, ceux qui l'ont poussé à construire ou déconstruire cela. Et ça, c'est à la justice de le dire. C'est à la justice de trancher. Mais aujourd'hui, il y a un débat politique qui est là parce qu'il y a des rendez-vous sur le plan politique, notamment la prochaine présidentielle. Et avant la présidentielle, il y a les locales. Il y a les locales. Maintenant que le pays se trouve dans un contexte aussi lourd, craignez-vous justement des lendemains difficiles ou qu'est-ce que cela vous renseigne par rapport au futur aujourd'hui? Mais moi, j'ai pas peur du futur pour la bonne et simple raison que les hommes politiques jouent leur partition dans la scène politique, mais cette partition, elle est en train de s'effriter au profit des mouvements citoyens et des mouvements de la société civile. Et que ces mouvements citoyens et ces mouvements de la société civile aujourd'hui constituent quand même un terreau politique assez consistant qui est à l'écoute de l'opinion et que l'opinion écoute aussi avec beaucoup d'attention. C'est-à-dire l'opinion dans sa grande majorité n'est plus imbue par les discours politiques, politiciennes, des chapelles politiques, des stations politiques ou même des personnes qui sont affiliées à des partis. Même si Ousmane Sonko fait un peu exception, puisque dans nos études, on voit quand même il est en phase avec son temps et notamment une bonne partie de la jeunesse. Mais ce discours politique, ces lendemains politiques continueront d'être un fait, en tout cas d'être en cours et normalement dans ces pays, parce que si vous n'avez pas les partis politiques et les hommes politiques de premier plan, d'opposition en tout cas, qui sont à la tête de ces partis, vous avez les mouvements citoyens, je vous parlais de Yanama, Union Langue, etc., qui sont là et qui occupent l'opinion et qui occupent la rue, qui occupent les médias et qui sont là pour éveiller aussi les consciences. Et c'est là où justement le système politique sénégalais quand même a subi des transformations qui ne l'ont pas handicapé parce que les partis politiques sont plus ou moins déficients aujourd'hui, ont perdu un tout petit peu de leur ampleur, mais ces partis politiques, à la place, vous avez les mouvements citoyens et les mouvements de la société civile qui ont pris quand même de l'envergure et qui sont à l'écoute des citoyens et que les citoyens écoutent. Oui, que les citoyens écoutent. Vous avez parlé d'urgence, vous avez parlé de priorité. Et oui, le vaccin. Le vaccin aujourd'hui est-il le seul remède? Est-ce une nécessité? Êtes-vous favorable au vaccin? Mais jusqu'à preuve du contraire, à chaque fois qu'il y a eu des pandémies dans le monde... Là également, c'est un autre débat. Non mais il y a un débat parce qu'il y a eu beaucoup, à mon sens, beaucoup de contre-vérités qui ont été véhiculées aussi dans les réseaux sociaux et qui ont fait que, malheureusement, la masse, ce que j'appelle abusivement, me permettez l'expression, l'opinion à son plus bas niveau, en a fait sa religion. Que le vaccin, c'est pas bon. Parce qu'il y a des effets secondaires, il y en a qui sont devenus paralysés, etc. Mais personne ne l'a vu jusque-là. Et il y a des images qui ont été construites pour valoriser cela. Mais à quelle fin, finalement? Mais parce que tout simplement... Ont-ils compris ce qui se joue avec parce qu'à côté... C'est dans l'intérêt des populations. À côté des combats entre l'industrie pharmaceutique, au sein de l'industrie pharmaceutique, à côté de ces combats-là, il y a des combats d'opinion qui se mènent parce qu'on manipule une certaine part de l'opinion pour les uns et pour les autres, parce que vous avez le vaccin chinois, le vaccin allemand, le vaccin russe, Sputnik, et vous avez le vaccin, et même ce qui est encore plus grave dans nos pays, on va jusqu'à mettre sous silence les principaux remèdes qui ont été découvertes, en tout cas en Afrique, et notamment au Congo, où, je ne sais pas, ils l'ont appelé, je ne sais plus quoi, Covid-19, et qui a contribué à soigner des milliers de malades, enfin 1 million de malades, en tout cas au Congo, et on le passe sous silence. Et aujourd'hui, malheureusement, toute la communication autour du vaccin a été plus ou moins biaisée, pour la bonne et simple raison, c'est que les autorités sont parties d'un constat, c'est que les gens ne veulent pas se vacciner, mais les gens ne veulent pas se vacciner, mais il faut faire une étude, il faut faire un diagnostic de l'existant pour savoir quels sont les soubassements de ce refus-là ambiant. C'est un refus qui est ambiant, les gens disent comme ça. Mais si on connaît le soubassement de ce ambiant, là on peut construire toute une stratégie de communication derrière. Mais la stratégie de communication la plus efficace, à mon sens, parce qu'en matière de communication, il n'y a pas une vérité exacte et une vérité primordiale, c'est que le président de la République, à partir du moment où tout le monde dit, même dans les médias, il faut que lui il se vaccine en premier pour que moi je me vaccine. Ce qui a été fait. Mais attendez,
C'est le ministre de la Santé qui s'est vacciné. Que le vaccin est là. C'est en ce moment que je retrousse les manches pour me dire, regardez, moi je me fais vacciner. Et que c'est parti, chacun s'est fait vacciner. Mais si on attend que ce soit le ministre de la Santé, ensuite Elhadji Mansour Mbaye, ensuite quelques personnes médicales, notamment le professionnel de santé comme le professeur Seydi, etc. Les gens se disent toujours, mais lui il ne s'est toujours pas vacciné. Et si derrière il dit, bon, c'est pas une priorité, je me vaccinerai avant, les gens vont dire, ah il attend, bah, donc il y a un problème. Et que si derrière il dit, je vous donne rendez-vous à 16h pour me faire vacciner, ça devient un cérémonial. Et aujourd'hui, les ressorts de la communication sont compris par tout un chacun. Si vous dites à 16h, les gens disent c'est préparé. Certains même diront, parce que pour rigoler un tout petit peu, il dit ça, mais ça s'ouvre, on l'a même pas vacciné. C'est de l'eau ou quelque chose comme ça. Et que donc son effet n'est pas immédiat. Moi, je serais à sa place, je me serais vacciné au moment où j'ai reçu les vaccins et que j'ai dit, voilà, les vaccins sont là. Mais est-ce que le fait, c'est pas de se vacciner tout? C'est pas le plus essentiel? Mais en tout cas, de toute manière, on n'a pas eu d'autre remède que le vaccin. Et que donc, moi, je dirais aux Sénégalais, il faut se vacciner. Il faut se vacciner. Il faut se vacciner. C'est nécessaire, et ce qui est nécessaire, c'est ce qui est et qui ne peut pas ne pas être. Absolument. Momar Thiam, merci. Merci, Bayoumar. Et pour rappeler à nos auditeurs que notre invité est conseiller en communication politique, diplomate, Momar Thiam, et également le directeur de l'école des hautes études en information et en communication. Merci en tout cas, ça a été un plaisir encore une fois de vous recevoir à Objection. Mesdames, Messieurs, ça n'est tout. Merci à l'équipe digitale qui nous a aidé justement sur le plan technique à organiser cette émission. Excellente suite de programme sur la 98.5. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité, mais gardez l'écoute avec Maodo Faye qui reçoit Diomaye Faye également de PASTEF. Le débat se poursuit. Au revoir et à dimanche prochain. Merci. Merci beaucoup.